Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et je vous parle aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Dans ma pratique de coach en transition professionnelle, je rencontre de plus en plus de clients qui éprouvent le besoin de faire une formation complémentaire au milieu de leur carrière. Les cas peuvent être très très différents. Certaines personnes ne sont pas issues des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs et éprouvent souvent le besoin de se rassurer par rapport au milieu professionnel dans lequel ils évoluent. D'autres personnes souhaitent ajouter une nouvelle corde à leur arc et acquérir une spécialisation qui peut leur être utile dans leur métier actuel ou dans un milieu futur. Et d'autres personnes, enfin, décident de se réorienter totalement. La formation telle que je la vois m'apparaît comme quelque chose qui a énormément changé ces dernières années, où l'on voit fleurir pléthore d'offres, et à l'intérieur de ces offres, plusieurs passerelles. Bref, quand on est un adulte en milieu de carrière, comme c'est peut-être ou c'était mon cas il y a quelques années, il est souvent difficile de s'y retrouver, car cela ne ressemble plus rien au système éducatif tel que je l'avais connu quand j'étais sortie de l'école. Mon invité aujourd'hui est Édouard Husson, qui est historien. Il est ancien vice-chancelier des universités de Paris, ancien directeur général de l'ESCP Europe. Il a fait ses études à l'École normale Sup, à Paris et à la Sorbonne, et il est docteur en histoire. Édouard Husson, bonjour. Bonjour. Vous dites, et je trouve ça très joli sur votre mini-bio, « Je rêve d'une université toujours plus favorable à la créativité, dont tous les étudiants se pensent comme des entrepreneurs de leur avenir ». C'est bien pensé pour cette émission. Oui, je l'avais écrit pour votre émission, bien sûr. Je vous en remercie. Depuis plusieurs années, j'ai remarqué que s'étaient développés plusieurs types de formations et que le monde de la formation lui-même semble être en complet changement et en complète modification de son business model. Avant, on avait d'un côté les grandes écoles, de l'autre les universités, c'est-à-dire quelque part une formation payante versus une formation beaucoup moins chère. Il y avait un peu de formation continue. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec des MBA dans des universités, des modèles gratuits dans les grandes écoles via les MOOC et des pôles de recherche très importants de l'un et l'autre côté de ces systèmes de formation. Vous en êtes d'ailleurs vous-même plus que l'exemple. Qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer sur la révolution de la formation ces dernières années et qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Alors effectivement, le système bouge, il bouge beaucoup, il bouge très vite. Et on se plaint toujours en France de ne pas être adapté. Et en fait, contrairement à cette idée reçue, le système éducatif, on va parler du supérieur aujourd'hui, le système des écoles, des universités, a énormément bougé dans les 15 dernières années. Il s'adapte, il s'ouvre. Surtout, il prend la mesure de ce qu'est la troisième révolution industrielle, la révolution de l'information, l'avènement du numérique, avec bien sûr une offre qui se démultiplie, mais aussi le besoin qu'ont des institutions plus classiques de faire de la formation. Certains diront en continu, d'autres diront tout au long de la vie, mais c'est ça la réalité, c'est que c'est tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on va se mettre à chercher une façon quelquefois de se former mieux dans un domaine qu'on ne connaît pas, quelquefois aussi de se demander comment on va changer parce qu'on a envie de faire autre chose. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et vous avez raison, les barrières entre les écoles et les universités aujourd'hui sont largement caduques. Et j'ai eu l'impression aussi, quand j'étais plus jeune, il y avait d'un côté les ingénieurs, de l'autre côté les financiers ou les prépa épices. Aujourd'hui, on peut faire une école de commerce et faire ensuite des études d'ingénieur pour finir dans la finance, ou on peut commencer des études d'ingénieur, faire ensuite un MBA pour faire d'autres choses encore. Quelles sont ces passerelles qui existent et comment se retrouver dans cette pléthore d'offres ? Alors, c'est effectivement le paradoxe, c'est que on s'est plaint pendant longtemps du monde d'avant, qui était simple, qui était lisible. Un peu trop simple, un peu binaire. Maintenant, on trouve le monde d'aujourd'hui complexe. Et c'est inévitable puisque n'importe quelle institution
On parlera des marques après et des situations établies, mais n'importe quelle institution qui se crée, elle peut créer son site internet, elle peut se faire sa publicité, elle peut utiliser des labels. Alors bien sûr, il y a des normes. En France, on aime bien les diplômes reconnus par l'État. Ailleurs, ça sera un diplôme qui est de telle université ou de tel endroit. Bon, ça dépend. Mais je crois que ce qui est très important, c'est de voir qu'aujourd'hui, il suffit de passer 10 minutes sur Internet et on aura déjà sur la thématique, grâce au moteur de recherche, on aura déjà 10 à 15 possibilités. Donc votre question, c'est comment est-ce qu'on peut s'y retrouver après, comment est-ce qu'on peut choisir? Alors, parce que tous diront qu'ils sont bien sûr les meilleurs dans une petite spécialité qu'ils auront choisie. C'est souvent le cas. Si c'est une petite spécialité qui a été choisie, effectivement, ça peut être vrai. C'est un effet de niche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, il ne suffit pas de dire on est très bon dans tel secteur. Il faut que sur le site Internet, vous ayez un retour d'expérience. Il faut que vous ayez des clients, des gens qui ont fait la formation, qui témoignent. Ça, un site bien fait, il va le mettre en valeur. Par ailleurs, un site bien fait aussi va vous permettre de retrouver assez rapidement des gens qui, effectivement, ont suivi cette formation. Il va vous permettre aussi de vous rendre sur place, de vous renseigner. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement d'informations qu'il faut trier. Il faut prendre son temps. Donc la première chose, c'est ne pas prendre au hasard. Pas prendre au hasard. Alors vous avez une façon sûre de faire, c'est de se dire, dans ce monde où il y a une offre démultipliée dans les universités, dans les écoles, où aujourd'hui il y a plus seulement des grandes écoles, mais il y en a aussi des petites, il y en a aussi qui occupent des secteurs thématiques. Pensez à toute l'offre qui est en train de se créer sur le secteur du numérique, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, vous vous dites, je vais peut-être aller vers les valeurs sûres, vers des grandes, vers les marques. Oui, voilà. Tout à fait. À voir, parce qu'aujourd'hui, entre deux MBA, c'est bien sûr, vous prenez un MBA d'une école de commerce bien connue, à ce moment-là, vous êtes sûr d'avoir l'accès à un réseau, vous êtes sûr d'avoir effectivement des portes qui s'ouvrent, mais est-ce que c'est dans une spécialisation donnée, puisqu'aujourd'hui il y a de plus en plus de MBA in quelque chose, des MBA spécialisés, est-ce que c'est la meilleure formation? Ça, il vaut mieux regarder ce que les employeurs aiment, il vaut mieux. Alors comment est-ce qu'on fait? Regarder le réseau des anciens, les employeurs et les témoignages des gens qui y sont allés. Oui. Et d'ailleurs, si une formation que vous ne connaissez pas ne vous renseigne pas sur qui est passé par chez eux et quel est le retour de satisfaction, c'est pas bon signe. Il vaut mieux aller voir ailleurs. Alors évidemment, ça veut dire ça que quand on est dans une démarche de transition, quand on est dans une démarche de formation, de recyclage, de reformation. Ou de reformation, oui, c'est pas forcément négatif. Eh bien, il faut prendre son temps. Une des premières choses à faire, à mon avis, c'est de profiter de l'extraordinaire offre de MOOC, de formation en ligne, qui existe aujourd'hui et que vous pouvez trouver assez facilement. Toutes les grandes universités, toutes les écoles françaises ou étrangères. Aujourd'hui, les MOOC francophones, il y en a beaucoup. Eh bien, ça peut vous permettre d'abord de réfléchir à ce que vous avez envie de faire. Et puis, il n'y a pas que les... C'est une façon de goûter sans payer trop cher pour savoir si la chose nous intéresse. Mais c'est forcément comme ça que ça se passe d'abord. D'accord. C'est forcément comme ça que ça se passe parce que aujourd'hui, quand les MOOC ont été lancés au début de cette décennie, on a pensé que c'était la révolution. Absolue. Et on a pensé qu'il y aurait une trentaine d'universités dans le monde qui approvisionneraient en MOOC le monde entier, puis qui allait aspirer toutes les ressources de la formation. Mais non, c'est pas ça qui se passe, parce que le MOOC n'a pas de valeur en soi s'il n'y a pas un accompagnement, s'il n'y a pas une suite, s'il n'y a pas une personnalisation. Un MOOC, c'est fait pour être vu par des millions de personnes. C'est pas du sur-mesure, même si edX nous explique que c'est de la formation de masse sur mesure. Bon, edX, c'est Harvard et MIT qui se sont mis ensemble pour faire les plus beaux MOOC du monde. C'est pas forcément vrai parce que aujourd'hui, avec toutes les technologies qui sont à disposition, une école dans un pays moins prestigieux académiquement, mais si elle a le prof, si elle a l'équipe de formateurs, elle va faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc le droit d'accès au public est devenu très faible. Voilà. Alors il faut prendre son temps et au départ. Vous êtes dans l'idée que vous allez un jour quitter votre entreprise, que vous avez envie de changer de métier, vous avez envie de découvrir quelque chose d'autre. Commencez par prendre quelques jours, quelques semaines pour
flâner. Il faut commencer par flâner. Ensuite, faire un petit shopping. Voilà. Et puis ensuite, vous commencez à vous renseigner. Et alors, là, il devient important de regarder effectivement ce que vous pouvez vous permettre financièrement, ce que vous choisissez comme modèle. Il y a des gens qui préféreront avoir 80% de formation online et puis le reste en séminaire, en présentiel. Il y en a d'autres qui, au contraire, ne miseront que sur le séminaire, que sur la rencontre avec un coach. Là aussi, il faut se faire son opinion et son marché. Qu'est-ce que vous pensez d'une formation en France versus une formation à l'étranger pour du présentiel ? Écoutez, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il y a une énorme qualité pédagogique en France. Souvent, on ne la met pas suffisamment en avant, partout. Hein. Vous parliez des écoles, vous parliez des universités. Aujourd'hui, vous savez, on a un système en France où, là je parle de la formation initiale, aujourd'hui quand vous êtes au niveau du Master 2, oui. De la deuxième année de Master, vous êtes au niveau d'une école. Il n'y a pas de doute là-dessus parce que effectivement les universités se sont beaucoup professionnalisées ces dernières années. Là, et en particulier en termes d'accès à l'emploi, vous avez des spécialisations qui peuvent être tout à fait extraordinaires et qui quelquefois sont même meilleures que celles des écoles, même les grandes. Certaines fois on ne retrouve pas dans les écoles. Exactement. Donc il y a ça. Mais il n'y a pas de raison de dire que ça serait moins bien en France qu'à l'international ou le contraire. Il faut voir, aujourd'hui, il n'y a plus de situation acquise, il n'y a plus de situation établie. Alors évidemment, il y a des endroits où il y a plus de ressources, où il y a plus de capacité à attirer, à créer une masse critique. Évidemment aussi, aujourd'hui, les universités sont des endroits, y compris en France, tout à fait extraordinaires parce que c'est peut-être là qu'on innove le plus en termes de formation croisée. Vous parliez de la possibilité de faire de la finance et de l'ingénierie. En commençant par la finance et ensuite de l'ingénierie, voilà, ce qui me paraissait très rare. Voilà. Alors, vous avez des doubles cursus. Vous avez aussi certainement aujourd'hui une performance de plus en plus grande d'un certain nombre d'universités pour faire de la formation continue. L'accès, depuis la loi de 2013, l'accès à la formation continue pour les universités est bien facilité. Bon. Et en même temps, là aussi, il y a des valeurs sûres, il y a on parlera des marques dans la deuxième partie, des écoles qui savent faire et qui se sont bien adaptées. Mais aujourd'hui, la capacité d'une institution à faire du sur-mesure, c'est-à-dire à offrir des contenus génériques plus quelque chose de profilé, de personnalisé, c'est souvent le critère. Un MBA en France ou à l'étranger est-il un réel booster de carrière ? Parce que je vois souvent des gens qui me disent « j'ai payé un MBA très cher » à l'étranger ou en France. Ils sont revenus complètement enthousiasmés parce qu'ils ont vu par les théories qu'ils ont apprises. Et l'impression que j'ai ensuite, c'est que ça peut servir effectivement pour une carrière future, mais que c'est très rarement utilisable tel quel pour le job suivant. C'est-à-dire qu'il est très difficile de monétariser le passage d'un MBA sur le job d'après directement, et il est très difficile dans certains cas, notamment pour les MBA à l'étranger, d'utiliser le réseau des alumni. Mais j'aimerais votre avis là-dessus. Ça fait beaucoup d'aspects, effectivement. Alors d'abord, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle du MBA qu'on fait après 4-5 ans d'expérience professionnelle ? Non. Est-ce qu'on parle de l'exécutif MBA ? On parle de celui qu'on fait, qui peut être pas exécutif, qui peut être celui qu'on fait vers 40 ans et qui dure quand même plus d'1 an. Donc les vrais 2 ans, c'est un vrai MBA. Alors moi j'aurais tendance à dire, au risque d'être trop classique, je crois que soit on fait un MBA avant d'avoir franchi le cap de la trentaine, après quelques années d'expérience professionnelle, et là vous avez vraiment un effet de tremplin. Booster. Parce que c'est évident qu'après quelques années d'expérience professionnelle, vous cherchez votre voie, puis vous constituez un réseau. Et là, ça marche. J'aurais tendance à dire qu'après, c'est plutôt l'exécutive MBA. C'est-à-dire... Donc, c'est pas la peine d'aller faire 2 ans. Non, alors ça dépend, il y a tous les formats, mais disons que c'est un format à temps partiel en alternance. D'accord. Et je crois, pour répondre de manière un petit peu synthétique à tout ce que vous avez évoqué comme question sur l'effet booster, l'effet effectivement réseau, une bonne formation de ce type, ça se fait vraisemblablement en accord avec sa propre entreprise et dans l'idée que l'entreprise, elle a une vision
sur où vous allez aller au-delà de la formation, comment elle va vous faire monter, passer d'une responsabilité de management à une responsabilité plus importante, acquérir les compétences, les capacités d'un leader pour monter en responsabilité dans l'entreprise. Et là, si c'est un contrat, une décision conjointe, avec en plus une école qui est en position de responsabilité, puisque elle a intérêt à ce que ça se passe bien, puisqu'elle a intérêt à ce que l'entreprise lui envoie d'autres cadres pour ce type de progression de carrière. Donc là, on est dans un win-win-win. Là, tout à fait, et on est à 3, effectivement. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, moi, j'aurais tendance à dire, effectivement, comme vous, que surtout après la crise d'il y a quelques années, on a bien vu que les formats trop standardisés, MBA, si possible, avec des tarifs très élevés, parce que ça fait plus sérieux. Puis si les gens s'endettent, c'est toujours mieux. Eh bien, c'est pas la panacée, c'est pas forcément la solution. Moi, je crois beaucoup plus à des sessions courtes, à des sessions qui peuvent être simplement certifiantes, pas diplômantes, mais où vous allez dans l'une des grandes écoles de commerce, dans l'une des écoles d'ingénieurs, et là, vous passez quelques semaines. Ça peut être là aussi en alternance, hein, et vous en ressortez avec une vraie certification, mais elle a été spécialisée. Là aussi, ça a été concerté avec votre entreprise. De toute façon, à partir d'un certain développement de carrière, je crois qu'il n'est pas bon d'être en électron totalement libre. Si vous êtes dans une situation difficile, si vous devez quitter votre entreprise et vous cherchez autre chose, là, ce sont pas il faut vraiment du sur-mesure, sur-mesure. Et donc là, je pense qu'il vaut mieux aller voir un cabinet spécialisé, un coach, plutôt que de se dire... Voilà. Plutôt que de partir sur un présupposé. Voilà, exactement. Parce que, en tout cas, c'est la phase préalable. Ensuite, le coach peut, s'il y voit clair dans le paysage des formations, il peut vous envoyer quelque part. Il peut avoir aussi des liens forts avec un certain nombre d'écoles. Mais là, il faut vraiment s'adapter au cas spécifique. Donc, ça peut être un booster de carrière sous de grandes conditions. Aujourd'hui, on a besoin d'énormément de transparence de tous les côtés. L'école ne peut plus faire comme si, quel que soit son nom et sa marque, ne peut plus faire comme si c'est naturel que vous veniez chez elle. Et puis, l'école, elle est en concurrence avec une université qui va aussi se lancer sur un MBA qui sera peut-être plus spécialisé, parce que c'est difficile. De toute façon, on n'entre pas sur le marché des MBA comme ça. Bon. Mais l'entreprise aussi doit avoir un intérêt à ce que vous fassiez ça. Et puis, il n'y a pas que les MBA, il y a des formations courtes, il y a des sessions, il y a des formations sur quelques semaines. Vous pouvez tout d'un coup découvrir dans une école quelque chose qui est extrêmement spécialisé. Et qui changera votre carrière. Et qui changera votre carrière. Ou votre vision du monde. Exactement. Quels sont les domaines, s'il y en a encore aujourd'hui, de chasse gardée, plutôt grandes écoles versus plutôt universités? Parce qu'il me semble que selon les thèmes, on a parfois de la prédominance sur l'un ou sur l'autre, peut-être en fonction de l'antériorité ou des professeurs ou des pôles de recherche. Oui, mais aujourd'hui, vous savez, il n'y a plus d'abord la frontière entre grandes écoles et universités, même si certains s'ingénient à toujours la rendre très très visible, ça n'existe quasiment plus. La plupart des écoles, au sens classique du terme, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, sont devenues aussi des établissements de recherche grâce à des alliances avec des centres universitaires. À l'inverse, les centres universitaires n'ont pas de raison de laisser le monopole de la formation continue à des écoles. Et puis, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la formation continue? C'est quelque chose de moins en moins standardisé, de plus en plus sur mesure. C'est souvent quelque chose qui fait partie d'un package avec une entreprise. Souvent, l'entreprise, elle a son université interne et donc elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle va aller prendre certains morceaux. Voilà. Et en partenariat. Ce que l'université sait mieux faire, mais là je dis université au sens générique, au sens international du terme, ce que le monde académique sait mieux faire, c'est la transmission, l'acquisition des fondamentaux, l'approche comparative et la formation sur des sessions où on croise les compétences. C'est-à-dire que ce qui est très positif, c'est quand vous avez à la fois un professeur, un chercheur, quand vous avez un coach, quand vous avez un consultant et quand vous avez aussi quelqu'un d'une entreprise un praticien. Voilà. Et donc, quand vous avez ces parcours-là, et puis
aujourd'hui, ça peut être aussi, il peut y avoir une composante de recherche-action, un mode projet. Voilà, tout ça est très variable. La combinaison, la complexité de ce genre de session est souvent un gage de réussite. Bien sûr, et d'ouverture d'esprit. Et d'ouverture d'esprit, voilà. Bien sûr. Sur les MOOC dont vous parliez tout à l'heure, quelle est la façon de le valoriser et comment est-ce que ça peut être valorisé? Alors vous disiez, ça peut être une sorte d'amuse-bouche avant de faire une vraie formation pour déterminer vers quel type de secteur on aurait une appétence pour une deuxième partie de carrière ou sur lequel on voudrait se spécialiser. Néanmoins, ça peut être aussi quelque chose de certifiant. Vous disiez que les formations courtes certifiantes étaient à privilégier aussi. Comment, étant donné le nombre de personnes qui ont assisté ou qui ont prétendu assister à ces MOOC, est-ce qu'on peut réellement l'utiliser comme un levier de carrière ? Oui, mais à condition de ne pas en faire un absolu. C'est-à-dire que si vous êtes... Alors d'abord, un MOOC, c'est quand même très contraignant parce que vous êtes face à votre ordinateur. Les séances sont mises en ligne une fois par semaine. Ça dure en général, le travail sur une session, ça dure à peu près 2 heures. Donc il faut vraiment être très discipliné. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont jamais jusqu'au bout. 80 ou 85%, je crois. Alors les bons MOOC, ils arrivent à faire un peu mieux, mais c'est déjà très bien quand vous avez un taux de 10 à 15% de personnes, d'inscrits qui finissent, c'est déjà très bien. Ensuite, à la fin, évidemment, si vous jouez le jeu, vous avez tout au long. Hein. Vous avez des QCM tout au long. Puis à la fin, vous avez la certification. Et bon, aujourd'hui, vous avez ça pour $100. Effectivement. Et à ce moment-là, je pense que si vous avez une stratégie sur votre page LinkedIn ou sur un autre réseau social de ce type, oui, vous avez intérêt. Si votre futur employeur, dans ce cas-là, voit que vous avez suivi 5 MOOC très complémentaires avec le certificat qui est tout à fait vérifiable, c'est pour vous, c'est excellent. D'accord, donc c'est une façon, il faut jouer la complémentarité et il faut jouer la durée. Et bien sûr la persévérance. Oui, parce qu'aujourd'hui, la plupart des employeurs ne croient plus à l'éternité de la validité d'un diplôme que vous avez passé, il y a 30 ans. Que vous avez obtenu il y a quelques décennies, effectivement, ou quelques années. Et aujourd'hui, on sait très bien que vous êtes libre de combiner votre diplôme avec 3 MOOC de Stanford, mais aussi 2 de Paris ou de Strasbourg. Je veux dire, il n'y a pas de... s'ils sont meilleurs que ceux qu'on trouve à Yale ou à Singapour, c'est tant mieux, je veux dire. Et puis aujourd'hui, vous avez à peu près 5000 MOOC dans le monde. Donc c'est déjà énorme. Hein. C'est une très belle, c'est une extraordinaire offre. Et ça marche de toutes les manières parce que vous pouvez aussi décider de ne suivre que 2 des semaines d'un MOOC. Vous pouvez avoir l'accès à ça. C'est possible aussi. Hein. Donc l'important, c'est de savoir le valoriser sur votre page LinkedIn ou sur l'équivalent. Vous parliez de la puissance de la marque tout à l'heure. De quelle façon est-ce ça peut aider à s'orienter ? Mais aujourd'hui, si vous voulez, une grande université, une grande institution académique, elle est à la fois soumise à une pression énorme, à une concurrence toujours plus grande, et elle doit faire ses preuves. Ça, c'est sûr. De l'autre côté, les grandes écoles françaises, les universités, elles ont la possibilité d'offrir des labels de qualité. Et dans cette offre foisonnante, il y a bien des moments où il faut des repères. Et donc, il est utile de se référer à ce qui se fait dans telle ou telle très grande école de commerce française ou internationale, dans telle ou telle très grande école d'ingénieurs, dans telle ou telle université. Donc, la marque... d'ailleurs, elle ne survit avec la concurrence actuelle que par l'excellence et par sa capacité à labelliser. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut toujours se référer au classement pour cette spécialité ? Oui, ça peut être utile. Ça peut être utile, effectivement. Vous avez des classements aujourd'hui de plus en plus qualitatifs. Oui. Vous pouvez croiser les informations. Vous avez des retours d'expérience. Il arrive... voyez, prenez une formation sur l'entrepreneuriat. Il n'y a pas grand monde qui sait que une des meilleures institutions du monde, c'est Babson College.
Bon. Effectivement. Mais ça, il faut le savoir et il faut se promener un petit peu sur le net. Vous avez en France des formations, je ne fais pas de publicité comparative, donc je ne donnerai pas de nom, mais vous avez des formations excellentes qui ne sont pas forcément dans les universités les plus connues. Voilà. Donc tout ça est vraiment à comparer. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu de temps devant soi, il faut anticiper de manière à pouvoir comparer, étalonner. Donc, vous diriez, il faut regarder minimum 2-3 mois avant de commencer à choisir. On peut aller plus vite, mais il faut se donner dans une transition. Et si cette transition, elle est choisie, oui, elle est voulue, elle est active, il faut se donner 3 à 6 mois pour être sûr de la réussir. Édouard Husson, je vous remercie pour ce moment de partage. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain.